Bonjour et bienvenue à Demain la Cité pour une nouvelle édition de ce rendez-vous avec la ville, rendez-vous avec la vie, toujours ici, de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, de cette belle et grande bibliothèque, véritable pôle de référence documentaire national pour tous ceux qui s'intéressent à l'architecture et au patrimoine. Et c'est l'occasion de rencontrer Philippe Riot, le maire de Grigny, de parler de cette ville de Grigny. Vous êtes un jeune maire. Oui. Et vous allez très vite pouvoir nous parler de l'histoire de Grigny et surtout de son futur. Mais pour situer, pour ceux qui nous regardent, Grigny, on est à 22-25 km de Paris et bordé par la Seine d'un côté et le lac de Viry-Châtillon de l'autre, en quelque sorte. Le lac de Grigny-Viry-Châtillon. De Grigny-Viry-Châtillon. On tient à cette identité particulière à Grigny, du lac? Oui, parce que c'est l'histoire aussi de cette ville qui, comme toutes les villes de bord de Seine, était un petit village et qui, à la fin du 19e siècle, a connu une exploitation industrielle, à savoir la pierre meulière, qui a d'ailleurs servi à l'édification du métro, à l'aqueduc de la Vanne et du Loing qui relie en eau potable Paris et qui a permis bien évidemment la pierre meulière, un élément d'architecture important dans la région parisienne au début du XXe siècle. Alors c'est une identité particulière, tellement particulière, le lac de Grigny-Viry-Châtillon, que ça a donné le nom à la communauté de communes qui vous rassemble d'ailleurs pour la gouvernance de ce territoire. Absolument, donc c'est 90 hectares d'espace lacustre, les 2 tiers sur le territoire de Grigny d'ailleurs, et effectivement les premiers projets de coopération entre les deux communes se sont naturellement construits autour de la réhabilitation des lacs et de la mise en valeur de ce patrimoine naturel, qui a abouti notamment lors de la création de la communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la première industrie finalement qui va contribuer au développement de Grigny, c'est l'industrie meulière. En fait, il s'agit simplement d'aller extraire les pierres, de les descendre vers la Seine, je suppose. Oui. Pour construire Paris. Pour construire Paris et puis sa banlieue, puisque les lotissements de pavillons en pierre meulière est une première vague d'urbanisation de la région parisienne. Et donc, effectivement, la pierre meulière a été un acte majeur dans la transformation du paysage, mais aussi de l'histoire humaine, puisque cette industrie a fait appel à une main-d'œuvre étrangère. Alors, particulièrement ciblée sur les Alpes italiennes, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle Grigny s'appelait la Petite Italie, puisque près de la moitié de la population, à cette époque-là, était italienne. Près de la moitié, c'est considérable. C'est considérable, effectivement. Et nous avons renoué des liens avec une ville au-dessus de Venise, qui s'appelle Schio, et sur lesquelles on a encore des traces de relations parentales entre des habitants de Grigny d'aujourd'hui, issus de cette immigration, et des cousins éloignés de cette région-là. Avant de devenir la ville que Grigny est devenue aujourd'hui, il y a un passage intéressant, c'est que Grigny devient une ville de villégiature, une ville de tourisme de week-end. Elle est à la distance idéale, au fond, de Paris pour se dépayser. Et on y vient pêcher, on y vient se reposer pour le week-end. Absolument. Ce d'autant que l'extraction de la pierre meulière et du sable crée des lacs artificiels qui existent aujourd'hui encore, mais on avait les prémices. Et donc c'est un haut lieu de villégiature dont notamment la personne la plus illustre n'est autre que Sidney Bechet, dont sa femme avait une maison à Grigny. Il y a un élément important qui va changer aussi la face de Grigny, c'est l'arrivée de l'autoroute A6 qui va se situer entre les deux radiales de la RN7 et de la RN20. Est-ce que ça a été quelque chose de déterminant dans son développement ? Ça a été déterminant à partir du moment où, dans les années 90, nous avons pu capter ce flux, puisque c'était une autoroute qui passait, comme un fleuve qui passe, et donc il a fallu créer dans les années 90, tirer parti de ce flux important, notamment en matière de développement économique. Alors, on arrive maintenant au cœur du sujet, avec quelque chose de très emblématique de l'urbanisme de ces années-là, c'est-à-dire un grand ensemble, mais en particulier pas n'importe lequel, celui de la Grande Borne. C'est considérable. Quel est aujourd'hui le jugement que vous avez sur ses fondateurs?
Écoutez, tout le monde connaît Émile Aillaud, les différentes opérations d'urbanisme et d'architecture qui ont été menées sous sa plume et sous sa vision d'architecte urbaniste. Je reviendrai juste sur cette période-là, parce que cette période-là ne peut pas être regardée uniquement à travers la création de la Grande Borne, la Cité pour l'enfant, mais aussi par des procédures d'État qui ont fait que Grigny a subi une urbanisation autoritaire de l'État, avec deux grandes opérations, les 3600 logements Émile Aillaud, avec sa particularité, son utopie, mais en même temps, dans la même période, la réalisation de 5000 logements en copropriété, la première zone d'aménagement concerté de l'État en France. Et donc, c'est en même temps qu'il faut voir cette vague d'urbanisation. La Grande Borne et Grigny 2, 8600 logements, un village qui passe de 3000 habitants à 27 000 habitants en l'espace de 6 ans et qui est en dehors du dispositif à l'époque des villes nouvelles. Est-ce que c'était la bonne réponse à apporter à ces besoins de logement criants? Et quand je dis criants, on pense à l'appel de l'abbé Pierre. Mais est-ce que cette réponse massive, brutale en quelque sorte, dans des délais extrêmement courts, la Grande Borne d'un côté, Grigny de l'autre, est-ce que c'est pertinent? Quantitativement, oui. Bien évidemment, répondre aux besoins de logement, la solution, c'est construire des logements. Mais on ne construit pas une ville en construisant des logements. Et c'est tout aujourd'hui, depuis 20 ans, le projet de ville qui vise à diversifier cette ville. Cette ville a été pendant une longue période une ville dortoir. La conception d'aménagement de l'époque était effectivement, on construit des logements et on y vient dormir. Pourtant, donc, ça se voulait une réponse humanisée, poétique même, de la part d'Émile Aillaud. Oui, mais la fonction première était se loger. Même si la place de l'enfant et se divertir et jouer était importante. Et ça l'est d'autant plus qu'à titre personnel, j'ai grandi à la Grande Borne, j'y ai fait ma scolarité. Donc j'ai une approche particulière de cet espace très ouvert, mais qui, encore une fois, on ne crée pas une ville qu'avec du logement. Voilà, c'est la conclusion que l'on peut avoir malgré toute l'intelligence que Émile Aillaud ou d'autres de ses contemporains ont pu faire. Si j'osais, je dirais on ne substitue pas l'urbain à l'humain, quoi, en quelque sorte. C'est absolument le débat, c'est le cœur du débat dans lequel nous sommes, absolument. Quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre que vous avez, vous, Philippe Riault, maire de Grigny, pour essayer de réparer ce que le temps, ou la dégradation ou l'absence de mixité sociale a créé comme fait destructeur de cet ensemble? Ce d'autant que ces deux ensembles ont créé un vide au milieu. Ce qui est géographiquement le centre-ville a été jusqu'à il y a 15 ans des terres agricoles. Alors on va expliquer, d'un côté la Grande Borne, c'est du logement social pratiquement. L'autoroute. L'autoroute à côté et Grigny 2, c'est de la copropriété. Voilà. Et puis bien évidemment le village. Donc l'urbanisation de cette ville s'est faite par trois ensembles. Absolument pas reliés entre eux. Absolument pas reliés. La Grande Borne, l'autoroute, un vide et puis la copropriété d'un côté et le village de l'autre. Donc tout le projet urbain de mes prédécesseurs, qui sont toujours à mes côtés d'ailleurs, a été de retisser ce lien, de retisser cette ville composée de trois entités urbaines mais aussi humaines. Donc ça c'est le premier enjeu, de désenclavement, de relier l'ensemble de ces quartiers par ce qui n'existait pas et ce qui est étrange dans notre conception de la ville, c'est créer un centre-ville qui était aujourd'hui, allez, il y a 10 ans, encore une fois, des terres cultivées, avec une ferme qui était au milieu, qui a été réappropriée. Et donc ce centre-ville a pour vocation à relier l'ensemble de ces quartiers pour véritablement faire un ensemble urbain normal. Au fond, il est le fédérateur de ce territoire. Il s'agit de relier la Grande Borne et Grigny 2 à ce qui fait l'âme de l'ancien village de Grigny. Voilà, c'est l'idée, mais aussi l'idée en pratique, puisque nous avançons, mais aussi créer toutes les fonctions urbaines. Le constat, c'est qu'une seule fonction était à Grigny, se loger. Un certain nombre d'efforts ont été faits ces 15 dernières années en matière de développement économique pour amener du travailler. Et puis là, les fonctions d'un cœur de ville, c'est se divertir, consommer,
ce qui n'existe pas aujourd'hui à Grigny. Et s'éduquer, il a fallu construire beaucoup d'écoles, il a fallu mettre des équipements là où il n'y en avait pas, ou refaire ceux qui étaient insuffisants. Je dis d'autant plus urbanisme autoritaire de l'État, et je faisais référence aux villes nouvelles, c'est qu'effectivement, dans les villes nouvelles, il y avait un dispositif d'accompagnement de l'État sur ces grandes opérations d'urbanisme et d'aménagement nécessaires. La particularité de ce territoire, c'est qu'il était hors procédure d'État. Et c'est une anecdote, mais qui donne son sens, le conseil municipal s'était opposé à la construction de la Grande Borne. Non pas pour ne pas accueillir du logement social, mais parce que les conditions de financement des équipements scolaires n'étaient pas prévues. Et idem sur l'opération de Grigny 2. Et donc la ville s'est trouvée plombée par devoir faire des équipements que les opérations d'urbanisme auraient dû financer d'elles-mêmes, comme il s'est toujours passé selon le modèle français. Pour qu'on comprenne bien, quand on s'attaque comme ça à un projet de rénovation sur d'aussi vastes ensembles immobiliers, on commence par quoi? Au fond, c'est difficile. Quel type d'intervention permet de remettre de l'humain? Remettre de l'humain, c'est effectivement d'abord remettre de l'urbain et désenclaver ces quartiers. La Grande Borne, c'est 90 hectares en triangle, dont le principe de Émile Aillaud, c'était aucune circulation, aucune voiture à l'intérieur. Et donc on a un espace qui est complètement enclavé et il faut lutter contre cette exclusion urbaine. Et évidemment, la voiture a envahi la Grande Borne? Pas encore. C'est l'un des projets, non pas d'invasion de la voiture, mais d'une place de la voiture, mais aussi du transport public, qui est un élément important de la vie. Et sur la copropriété de Grigny 2, bien évidemment, d'un point de vue urbain, c'est son désenclavement, puisque là aussi, on avait une conception très fermée sur elle-même d'urbanisme. Donc, désenclaver les quartiers pour qu'ils soient dans la ville de Grigny. Et puis un autre enjeu qui est de porter ce territoire municipal dans son environnement urbain, puisque nous sommes quand même soumis à des phénomènes de ségrégation spatiale et économique. Et donc on a un enjeu important, c'est resituer ce territoire de Grigny dans son environnement, ville nouvelle d'Évry, ville-préfecture, et puis un pôle économique qui est le plateau de Saclay et Massy. Et donc là, deux projets structurants d'infrastructures, le tram-train Massy-Évry, dont Grigny est une station au cœur de ville, et puis un projet structurant secondaire de ligne 402, qui est la ligne la plus importante de la grande couronne parisienne. Je suppose que tout ça ne peut pas se faire sans que les habitants soient en permanence dans un échange avec ceux qui décident de ces investissements, de ces grands projets. Comment s'organise cette concertation? Les grandes phases de concertation ont débuté dans les années 95 à travers le grand projet urbain, qui était une procédure d'État. Donc c'est à partir de là où on a travaillé les fondamentaux, les éléments structurants pour modifier cette ville. Et donc au fur et à mesure, effectivement, de l'avancée, de projets importants, j'allais dire micro-projets, mais c'est pas faux. Lorsque, au-dessus de l'autoroute, pour relier la Grande Borne au centre-ville, est en train de se réaliser, après 15 ans de lutte acharnée, un franchissement qui fait 25 mètres de long, alors qu'aujourd'hui c'est 6 mètres, 25 mètres de long avec transport en commun dans les deux sens, voiture dans les deux sens, circulation douce. C'est décisif ça pour le désenclavement? C'est décisif pour le désenclavement urbain de la Grande Borne. Dans le même état d'esprit, qu'est-ce qui participe au financement de ces travaux? L'ensemble des collectivités, la région, l'État, est-ce que tous les acteurs sont au rendez-vous? Tous les acteurs ont une démonstration à faire sur ce projet, parce que c'est aussi un projet humain. C'est peut-être un des plus importants projets menés en tout cas par l'Agence nationale de rénovation urbaine, oui, par l'ANRU. Effectivement, avec le site emblématique de la Grande Borne, qui est 3600 logements, c'est aussi en nombre de logements important. C'est une ville dans la ville, c'est 12 000 habitants, la Grande Borne. Et puis un sujet important dont l'ANRU a mis le pied dedans, qui est un sujet difficile pour les pouvoirs publics, qui est celui des copropriétés dégradées, que nous partageons avec d'autres villes, notamment mes collègues de Clichy et Montfermeil. C'est pas facile d'intervenir sur un sujet comme celui-là, parce que finalement, on est dans le secteur privé. Absolument, c'est toutes les revendications des maires qui sont à l'avant-garde de ces processus de difficultés, parce que notamment un rapport vient de mettre la lumière sur ce phénomène qui est massif
de copropriété soit dégradés, soit en voie de dégradation, parce que le mode de fonctionnement n'est plus là, parce que la situation humaine des gens s'est dégradée et les outils publics ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous, ce que nous tentons de mener sur le territoire, c'est la question de la précarité énergétique qui touche aussi bien les habitants des logements sociaux, mais surtout les habitants des copropriétés dégradées, à savoir la maîtrise du coût de l'énergie et principalement du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. L'activité économique, l'insertion, l'emploi sont des facteurs décisifs pour, au fond, restaurer le tissu social qui est lui aussi dégradé, en l'occurrence, qui subit la crise de plein fouet. Est-ce qu'on arrive à faire les deux à la fois, c'est-à-dire autour des grands projets, autour de ces chantiers qui sont nécessaires, de lier ça à un retour à l'activité pour un certain nombre de gens inactifs? Bien souvent, effectivement, l'urbain, et on nous le dit, on entend qu'on fait du béton pour du béton et que, bon, en même temps, le débat est compliqué lorsqu'on refait des écoles. C'est un élément de la réussite scolaire, c'est des conditions de travail hautes pour les enseignants, pour les parents d'élèves. Nous avons développé deux choses. Je parlais de ville-dortoir. Il fallait faire du développement économique à Grigny. Nous en avons fait. Nous avons créé 25% de l'emploi privé net en Essonne entre 2005 et 2009, aidé en cela par le dispositif de zone franche urbaine. Mais le deuxième élément qui est très novateur, c'est que nous avons créé un organisme de formation. C'est-à-dire que les collectivités publiques, devant un constat fait sur le faible niveau de formation et le difficile accès aux organismes de formation, nous avons créé un outil qui est à la pointe sur une niche en matière notamment de fibre optique, et j'espère que nous serons très prochainement le seul organisme de formation à avoir une reconnaissance nationale pour pouvoir délivrer des diplômes nationaux sur ces métiers-là. Il y a un enjeu dont on n'a pas du tout parlé, qui est celui de l'environnement. On en a parlé, puisque on a parlé du cadre général, mais il y a quelques projets, dont un plus particulièrement qui concerne le végétal en quelque sorte, c'est la création d'un parc. Oui, alors on a bien évidemment la réhabilitation des lacs qui étaient autrefois inaccessibles en partie et qui aujourd'hui a un haut lieu de promenade et qui attire au-delà du territoire de Grigny-Viry-Châtillon. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure aussi au début de cette émission, des berges de Seine. Oui, alors là, Berges de Seine, vaste projet. Tous les maires cherchent à reconquérir les berges de la Seine. Effectivement, on pourrait appeler cette ville Grigny-sur-Seine. Beaucoup d'habitants ne savent pas que nous avons la Seine. Nous avons un projet avec l'agence d'urbanisme qui a rédigé une charte d'aménagement, mais qui, notamment du fait de l'industrialisation, on a oublié dans l'histoire de Grigny, on a un site pétrolier majeur qui coupe complètement la ville de la Seine. Et donc la Seine est complètement aujourd'hui physiquement quasi inaccessible pour les habitants de cette ville. Dernière question en termes d'irrigation économique toujours, c'est le transport. Souvent il s'agit là d'une première source d'activité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut clairement penser qu'on va augmenter les équipements en termes de transport et en particulier de transport collectif vers Grigny? Alors, on oublie souvent de parler des choses existantes. Nous avons le RERD. J'entends beaucoup de choses sur son amélioration, comme beaucoup d'élus, qu'ils soient du Nord ou du Sud. Donc c'est un élément majeur et qui est aujourd'hui à saturation, donc son développement est primordial. Et puis deux projets structurants qui sont bien évidemment le tram-train Massy-Évry à horizon 2017, qui traversera le territoire de Grigny. Et puis comme nous aurons en 2017 là aussi un bus à haut niveau de service qu'on appelle les TZN, qui sera mis en service et qui desservira Grigny 2, le futur centre-ville et la Grande Borne à travers ce franchissement. Philippe Riault, pour conclure en quelque sorte, si vous aviez, mais en tant que jeune maire, vous avez encore beaucoup de temps devant vous, j'espère, un projet audacieux, quelque chose d'un peu utopique, dont vous n'auriez pas forcément les moyens, mais dont vous auriez l'idée. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez réaliser à Grigny ou pour Grigny? Votre question est très difficile. La première chose, je dirais,
l'égalité de traitement des citoyens. Alors ça peut paraître fou ou d'une normalité les plus banales, mais on ne gagnera pas l'égalité humaine et la réussite du projet humain si les services publics et notamment d'éducation ne sont pas au cœur du projet de ville. Vous venez de reconstruire 4 écoles, Grigny. Oui, les communes et tous mes collègues ont pouvoir sur la construction des écoles, les entretiens, la restauration scolaire, l'entretien des bâtiments, mais les moyens de l'éducation nationale, ce n'est pas nous qui les avons. Et nous partageons beaucoup la crainte des élus locaux de voir un service public majeur. Je pense que l'école est la première cause de l'exclusion sociale et que nous devons renverser très fortement ces processus qui sont à l'œuvre par une école. Donc, pour moi, c'est le rôle du service public et particulièrement l'école. C'est pas très fou, mais ça fait tellement de temps que nous le réclamons qu'il semblerait que ce soit difficile. Le deuxième élément, si vous me permettez, là aussi, plutôt un projet audacieux, c'est pouvoir chauffer 90% de la population avec de la géothermie, chose que nous menons comme projet. Là encore, une démonstration économique, sociale, mais aussi écologique, et comment un territoire qui est marqué négativement peut, à travers, allez, j'ai envie de dire une petite phrase rigolote, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'eau chaude, chauffer ceux qui sont les plus fragiles vis-à-vis des évolutions énergétiques futures. Et donc, oui, le projet, et nous allons déposer les permis de recherche miniers incessamment sous peu, pour qu'à l'horizon 2016, nos 2 grands ensembles, près de plus de 20 000 habitants, 23 000 habitants, aient cette source d'énergie écologique, socialement responsable et économiquement viable pour ces habitants. Un sujet sur lequel vous êtes et vous voulez rester très en pointe. Autre question concernant Grigny, pour mieux connaître cette ville, vous y êtes né peut-être, en tout cas vous y avez vécu dans ce quartier particulier de la Grande Borne. S'il y avait un endroit dans lequel vous aimeriez nous amener par l'image comme ça ou par la main pour nous faire découvrir un lieu qui rejoint peut-être quelque chose d'intime chez vous, quelque chose de sensible? C'est très difficile votre question. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est effectivement la Grande Borne. Lieu de l'excellence de l'enfance, mais je crois que je choisirais la Ferme-Neuve, qui est le premier acte fondateur de la création de ce centre-ville. Certes, j'ai grandi à la Grande Borne, j'habite maintenant Grigny 2, mais c'est un lieu symbolique parce que c'est comment l'histoire est un élément de la modernité. Et donc la reconquête de cette ferme, qui est un élément important du passé agricole de ce village, a été l'acte fondateur de redémarrage vers un autre Grigny après cette urbanisation subie. Là, on est dans le symbole de l'urbanisation maîtrisée. Si on veut découvrir Grigny, si on veut vous suivre sur cette explication et sur la démonstration que vous avez faite qu'on peut agir véritablement sur la ville, on va y aller. Et s'il faut choisir un jour dans l'année pour y aller, ou s'il faut choisir une période particulière, qu'est-ce que le maire de Grigny que vous êtes peut nous proposer? Sans hésiter, le jour du carnaval. Parce que Grigny est une ville plurielle, de par les origines, est une ville populaire. Le carnaval dans toutes les contrées et dans toutes les cultures est un élément important du vivre ensemble. C'est beaucoup de symboles, mais c'est véritablement le symbole du vivre ensemble. Et depuis, nous avons même créé l'université carnavalesque. Nous y attachons beaucoup d'importance à ce que, et là aussi d'un point de vue urbain, c'est important à ce que pendant 2 mois, il y a un travail dans les quartiers, avec les maisons de quartier, les écoles. Et le jour du carnaval, ce sont ces 3 quartiers, ce sont ces hommes et ces femmes, ces enfants qui traversent la ville pour se réunir à la Ferme-Neuve, symboliquement, pour en faire ce lieu de réunion de tous les Grignois. Eh bien, merci beaucoup Philippe Riot. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc pour le carnaval de Grigny, si vous voulez découvrir cette ville, si vous voulez découvrir cette vie dans la ville. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition de Demain la Cité.